Merci, bonjour à tous. Sur les marchés financiers, notre sujet c'est plutôt la liquidité en ce moment, plus que l'incendie, on pourra peut-être être complémentaire. Donc dans cette présentation, on va parler un petit peu des risques extrêmes sur les marchés financiers. Alors la matière à observer est assez généreuse depuis 20 ans, puisqu'on a quand même eu tout un tas de séquences assez impressionnantes, je vais y revenir tout à l'heure. Un point qui est important quand on parle de risques financiers extrêmes, il peut y en avoir des tonnes et ils sont tous très protéiformes. Il y a un point que j'ai voulu mentionner d'assez spécifique, c'est que quand on a un portefeuille d'actifs financiers, en général, la performance vient en moyenne à 75% de l'allocation et à 25% seulement de la sélection. Je m'explique, le dosage qu'on va mettre, indépendamment de l'ALM, en actions, en obligations de telle ou telle zone, ça fera les trois quarts de la perf. Donc, quand on va mesurer des risques extrêmes, le premier point qu'on va commencer à regarder, c'est de se dire, eh bien, on va d'abord chercher à couvrir ces grands indicateurs qui sont les résultants de nos grands choix, parce que c'est là où la performance peut être le plus impactée sur nos risques financiers. C'est ce qu'on appelle la gestion en bêta, c'est-à-dire qu'est-ce que va le faire le marché action, qu'est-ce que va faire le marché taux, qu'est-ce que vont faire les émergents. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, je la qualifie assez souvent d'illusion de normalité. En fait, depuis la crise de 2008, les banques centrales ont massivement arrosé la planète de liquidités. Aujourd'hui, on a l'impression que ça refonctionne. On le voit, les chiffres de croissance commencent à revenir. On a une croissance mondiale qui est synchronisée. Pour une fois, c'est plutôt positif, puisque tout le monde s'entraîne un peu à la hausse. Tout ça est tenu par les banques centrales, les injections de liquidités, ce qui veut dire que globalement, on est très 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 protégé du risque quand les banques centrales sont là. On va progressivement le quitter dans les années qui viennent. Le dernier point qui est assez important également, à partir du moment où on a un portefeuille, on a choisi notre dose d'obligations, d'actions, de tels ou tels actifs, on se dit je vais commencer à vouloir les protéger, on parle pour l'instant que de financier. Un élément est rentré dans le jeu ces dernières années, que vous connaissez tous, c'est le réglementaire, avec notamment Solvabilité 2. Et ce qu'on essaie toujours de faire, c'est qu'on peut essayer de protéger un portefeuille de risque extrême, tout en, je dirais, ayant une vision réglementaire, ce qui va permettre de gérer aussi bien le financier que le réglementaire. Alors pour protéger un portefeuille, il n'y a pas 36 méthodes. On met en place des couvertures. Alors il y a la meilleure couverture, c'est la plus simple. Le problème, c'est qu'on n'a plus de boulot après, c'est de tout vendre. Si vous n'avez plus rien en portefeuille, vous n'avez plus de risques. Vous avez d'autres types de risques après, parce qu'il faut quand même un peu de performance. Mais donc, mise à part tout vendre, mettre en place des couvertures, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits plus ou moins complexes, souvent des dérivés qu'on surveille attentivement et qui vont nous permettre de réduire plus ou moins les risques d'un portefeuille en fonction des aléas de marché, qui vont nous permettre de plus ou moins s'exposer en fonction de la capacité à prendre du risque que nous donne le capital qu'on va associer en face de ces risques de marché. Et je dirais qu'au global, ça fonctionne assez bien parce que, pardon, on le verra tout à l'heure, ces couvertures nous permettent d'avoir des portefeuilles un peu tout-terrain. C'est-à-dire que quelles que soient les phases de marché, on a une qualité de sommeil. C'est une mesure que j'aime bien sur les portefeuilles financiers, c'est la qualité de sommeil. On a une qualité de sommeil qui reste assez élevée. Cependant, il faut être bien conscient, c'est sûrement pas vous que je vais l'apprendre, qu'une couverture, ça coûte. Une couverture qui ne coûte pas, en général, elle ne protège rien. Traditionnellement, ça marche assez bien. La couverture, on la met avant. C'est comme dans votre exemple, monsieur, je pense qu'une fois que l'incendie est parti, ça ne sert plus à rien d'aller mettre des sprinklers. C'est souvent des couvertures qui, pour répondre à plein de contraintes, peuvent être un peu complexes ou techniques. Et je le répète encore, on doit toujours avoir une double approche pour voir beaucoup de produits en ce moment sur le marché, qu'il doit être et financière et réglementaire. On ne peut plus aujourd'hui se pencher que sur l'un des deux sujets et optimiser que l'un des deux sujets dans un portefeuille. Alors dans cette présentation, j'ai choisi 3 grands risques extrêmes qu'on a sur les marchés, que sont les actions, l'inflation et les taux et les émissions du secteur privé. Alors les actions, on va commencer par les actions. Je le disais, un petit point très rapide. Vous avez à gauche, je vais être rapide, les encours de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est tous les titres qu'elle achète. C'est l'argent qu'elle met dans le système pour que ça tourne. Et on voit qu'il a fallu en mettre énormément pour que ça puisse fonctionner.
Ce qui est assez intéressant, parce que ça, c'était, je dirais, dans le sillage de 2008, donc il fallait à tout prix éteindre l'incendie avec des liquidités. Maintenant, si vous regardez le graphe tout à droite, c'est la somme des 4 plus grandes banques centrales de la planète, celles nos grands argentiers. Et vous avez un petit trait noir qu'on voit évidemment pas bien tout au bout à droite, et qui montre que depuis qu'aux États-Unis ça va suffisamment mieux et que Madame Yellen a décidé de ne plus racheter les titres qui arrivaient à maturité, eh bien au global, l'ensemble de l'argent mondial en circulation, à partir de fin 2018, alors qu'il est en expansion depuis 10 ans, ce qui est plutôt confort dans les marchés, va commencer à se contracter. Et c'est à partir de ce moment-là que les marchés financiers vont réapprendre à fonctionner sans les banques centrales, sans le filet de sécurité, sans la main bienveillante d'un Mario Draghi ou d'une Janet Yellen. Et c'est là où on va peut-être commencer à réexpérimenter des mouvements sur les marchés financiers un peu plus brutaux et d'un peu plus grande ampleur que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc j'en parlais tout à l'heure, le premier véhicule qui sera le réceptacle de ce changement de nos grands argentiers, c'est les actions. Alors les actions, c'est super, surtout quand ça monte. Là, j'ai retracé depuis 2000 les indices boursiers européens. Donc vous voyez, jusqu'en 2008, ça c'était avant, on n'a pas les banques centrales. On est capable de faire des grandes vagues. Hein. Je vous rappelle la période 2000-2003, la période 2008-2009. Là, on a quand même des mouvements de 50, 60, 65% de baisse des actions. Quand on en a beaucoup, c'est vite compliqué. On voit que sur la période plus récente, où les banques centrales interviennent de plus en plus, ces mouvements sont de moindre ampleur. C'est rassurant, c'est détendant. C'est vrai que quand on a des baisses de 10%, on n'est plus tellement dans le risque extrême. Ce sont des choses gérables. La sortie progressive des banques centrales peut nous ramener vers des mouvements de plus grande ampleur. Une fois qu'on a perdu sur le marché action, on se dit qu'on ne s'est pas vendu, c'est pas perdu. Oui, mais ça peut prendre beaucoup de temps pour revenir. Depuis le point haut de 2007, c'est 92 mois pour récupérer, donc à partir de 2014, sur le marché européen, avec les coupons, heureusement, pour récupérer sa mise de départ. On n'a pas toujours le temps d'attendre aussi longtemps, et malheureusement dans les crises, ce qui se passe, c'est que quand ça commence à baisser pour réduire son risque, si on n'est pas couvert, on est obligé de vendre, et plus ça baisse et plus on vend, et on finit, et c'est le principe des crises, tout le monde collectivement vend quasiment au plus bas, et c'est là qu'on atteint les plus bas, et derrière on a une incapacité à reprendre du risque, ce qui est bien évidemment dommageable, parce qu'avec tout ce qu'on a perdu, on aimerait bien se refaire un peu. C'est l'intérêt des couvertures qu'on peut mettre en place, je dirais très trivialement, ça permet de garder la position, parce qu'on sait que plus ça baisse, plus on va se couvrir. Alors, pour l'illustrer, on est allé voir un de nos actionnaires et investisseurs, Gérald Chauveau, qui est le responsable des investissements de la Matmut. Je suis le responsable des investissements du groupe Matmut. Le groupe Matmut, c'est l'un des acteurs majeurs du paysage assurantiel français aujourd'hui, puisque au 31 décembre 2016, nous comptons plus de 3,2 millions de sociétaires et à peu près 6,8 millions de contrats. Dans ce cadre-là, le portefeuille d'investissement du groupe, c'est environ 4,8 milliards à cette même date. Alors, actuellement, il y a deux raisons principales à cela. La première, elle est assez conjoncturelle. Aujourd'hui, on regarde le niveau des marchés qui est relativement élevé et sans avoir d'inquiétude outre mesure, ça nous a semblé opportun de prendre le temps de la réflexion sur la mise en œuvre d'une éventuelle stratégie de couverture sur nos actions. La deuxième raison, elle est plutôt liée au réglementaire et donc au coût en fonds propres liés aux investissements actions, puisque sous solvabilité 2, les investissements actions de type 1 sont chargés de l'ordre de 39% et peuvent évoluer jusqu'à 49% dans le cas d'un marché haussier. D'où la réflexion initiée aussi sur le coût en fonds propres de nos investissements et de l'opportunité de mettre en place une stratégie pour alléger ce coût-là. La mise en œuvre pratique d'une telle stratégie de couverture nous a paru trop complexe à mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel en direct. C'est pourquoi on a privilégié une délégation auprès d'OFI, qui nous a proposé une solution sur mesure et qui répondait parfaitement à nos attentes sur cette thème. Alors, un point qui est important dans ce que dit Gérald Chauveau, c'est sur mesure. Chaque investisseur a des besoins spécifiques, va avoir une appétence aux risques différentes, une capacité à prendre des risques différentes,
des risques de provisionnement de PDD en fonction de ses niveaux d'achat différents, des besoins d'économie de SCR sur sa position action différents. Et donc, le travail qu'on mène, c'est vraiment de faire des couvertures actions sur mesure. Le produit standard, il faut s'en méfier, à moins d'être pile dans la moyenne de la distribution des investisseurs, mais c'est vraiment le sur-mesure qui est important. Alors, est-ce que ça marche? Alors, ça marche plutôt pas trop mal sur les périodes récentes où on a regardé depuis 2 ans quelques épisodes de baisse, où on voit qu'effectivement le trait bleu, c'est le portefeuille couvert, et le trait en gris foncé, c'est le portefeuille pas couvert. Eh bien, systématiquement, dans les accélérations à la baisse, on va économiser une partie de la baisse, mais au-delà du côté financier, c'est qu'on prend la dernière phase, par exemple, en février 2016, quand on sait que le pétrole n'allait plus rien valoir du tout, eh bien, on peut garder la position parce qu'on sait qu'on est couvert. Et donc, quand le marché redémarre, on est toujours en position sur le marché action. Vous le voyez ici. Alors, sur une autre phase de hausse, dans les remontées, on va pouvoir garder la position sur les actions parce qu'on n'a pas été obligé de vendre parce qu'on n'était pas couvert. Ça, c'est vraiment important. Alors, évidemment, ces couvertures ont un coût. Quand le marché baisse, ça marche. Quand le marché monte, on en lâche. Il ne faut pas se leurrer. Sur les différents investisseurs qu'on a chez nous, ça coûte en moyenne 2,5% par an de se faire assurer en moyenne sur un portefeuille action, ce qui vous permet, donc, je l'ai dit, de diminuer vos risques, le SCR, et de garder la position en cas de stress. Juste un petit calcul, un petit graphique bien compliqué comme je les aime pour illustrer mon propos. Vous avez en gris la baisse du marché action et vous avez en bleu la baisse que va avoir un portefeuille couvert en moyenne. Donc vous voyez que quand on commence à avoir des risques extrêmes du côté de 30, 35, 40%, on enlève entre 40% à peu près de baisse du marché action. Évidemment, on peut couvrir plus si on le souhaite. Par contre, c'est plus cher. Donc ça veut dire que hors période de tension, eh bien, on en lâchera plus dans le graphe précédent qui est dans la remontée des marchés actions. Le point qui est important, ce sont aussi les bâtonnets orange. C'est que plus le marché va baisser, plus votre exposition au marché action va baisser. Plus ça baisse, moins j'en ai. Quand ça redémarre, je retrouve de l'exposition et comme j'ai pu garder la position, je remonte en exposition dans les marchés. Ce qu'on appelle de terme barbare de convexité, c'est-à-dire que l'exposition diminue avec la baisse des marchés et remonte avec la hausse des marchés. Ça fonctionne assez bien d'un point de vue théorique et comme d'un point de vue pratique. Alors, deuxième risque, alors pour l'instant, vous allez dire, qu'est-ce qui nous embarrasse avec l'inflation? Le risque venant de l'inflation. Alors effectivement, injection de liquidité, croissance faible, démographie, on est pour l'instant dans une inflation très très basse. Il faut se souvenir que dans le passé, vous avez ici en bleu l'historique d'inflation aux États-Unis, j'avais plus de profondeur, et en gris, le niveau des taux d'intérêt qui allaient en face. Eh bien, on a pu avoir des inflations à 2% déjà dans le passé, alors de façon moins durable que maintenant, je le reconnais volontiers, mais sous l'effet de certains chocs, donc je rappelle le choc pétrolier, le fameux on n'a pas de pétrole mais on a des idées, avec lequel toute mon enfance a été bercée, on a eu des pics d'inflation assez violents dans les années 70, 2 pics d'inflation que vous voyez bien là en bleu sur le graphe. Un point qui est important, c'est lors du premier choc pétrolier, les taux d'intérêt ne bougent pas du tout. C'est-à-dire que quand vous avez dans votre portefeuille un adossement avec à l'actif des obligations ou des obligations indexées sur l'inflation et au passif des risques de taux, eh bien, vous allez avoir de l'inflation qui va venir impacter ce que vous allez devoir payer comme prestation ou payer des rentes, même si c'est peu le cas dans la salle, qui vont être indexées sur l'inflation. En revanche, votre portefeuille à l'actif ne va pas forcément réagir parce que les taux ne vont pas faire ce qu'on attend d'eux dans ce cas-là. Donc, aujourd'hui, on n'est pas inquiet de l'inflation, ne nous alarmons pas, mais on ne peut jamais exclure des épisodes d'inflation assez brutaux, souvent peut-être dus aux matières premières ou à de grands déséquilibres sur les parités de change qu'il ne faut pas ignorer dans 5-10 ans. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est quel est mon risque? Alors, je sais que je suis sur une minorité d'entre vous. À gauche, vous avez, dans les 15 prochaines années, un exemple d'inflation. Donc, en général, les hypothèses de la plupart des investisseurs sont entre 1 et 2%, suivant leur optimisme. C'est le trait bleu. Et puis on s'est imaginé en année 6 un choc sur le pétrole,
qui peut arriver. Vous imaginez l'Arabie Saoudite, je crois qu'ils ont un nouveau roi qui est assez péchu en ce moment. Pourquoi pas d'ici 2-3 ans de gros problèmes, c'est le plus gros producteur mondial, c'est lui qui fait les prix. On peut avoir un épisode de 3-4 années avec un prix du baril type 74 qui nous emmène assez loin. Ça serait pas drôle sur le front de la croissance, je vous rassure. Avec un pic et un retour à la normale. Donc vraiment un épisode exogène qui ne parle pas d'inflation endogène, c'est-à-dire une croissance, on aimerait tous, hein, une croissance des salaires tirés par de la croissance économique. Là, on parle juste d'un pic. Et à droite, on a fait des petits calculs. Si on est, par exemple, dans le cadre des rentes auto, qui sont maintenant, l'indexation sur l'inflation est à la charge des assureurs, alors qu'avant, elle était assurée par un fonds de garantie de l'État, eh bien, même si on n'a qu'un pic momentané, le problème, c'est que dès qu'on s'inscrit dans la durée, ce pic, on va le trimballer dans la durée. Et vous voyez en gris foncé sur le graphique de droite, on va prendre un écart entre ce qu'on a à distribuer comme rente, qui sont indexées sur l'inflation, et à notre actif, si on n'a pas d'actifs indexés sur l'inflation. Et cet écart, on le garde tout du long après. Et en plus, il va avoir tendance à se capitaliser. Donc, c'est un vrai risque, l'inflation. Aujourd'hui, on ne la voit pas, mais d'ici 3, 5, 7, 10 ans, elle peut arriver. Et donc, il est important de s'en prémunir quand on a des engagements assez longs, même si je sais que c'est peu le cas d'entre vous. Pour en parler, Philippe Rell, directeur des investissements de l'UMR, nous en dit 2 mots. Donc l'UMR, l'Union Mutualiste Retraite, propose un produit d'épargne par points, le régime COREM, sous forme de rente viagère. Au total, nous gérons 10 milliards d'actifs sous gestion, répartis sur 4 régimes de retraite, dont le principal est le régime COREM. Au total, nous avons à peu près 400 000 adhérents au niveau de l'UMR. Au sein de la direction d'investissement, mes 3 principales missions sont de surveiller le portefeuille de placement, identifier de nouvelles opportunités d'investissement et d'analyser le contexte économique et financier, notamment suivre l'évolution de l'inflation. En tant qu'investisseurs de long terme, nous avons une attention particulière à l'évolution de l'inflation. Pour justifier mes propos, 2 allégations. Un contexte où l'inflation serait basse, conjugué à une reprise économique faible, comme aujourd'hui, conduit les banquiers centraux à maintenir des taux directeurs bas. Or, comme nous actualisons nos engagements de retraite avec la courbe des taux, et que la durée de vie moyenne de nos engagements est de 21 ans, alors c'est un impact négatif sur le taux de couverture de nos régimes. A l'inverse, deuxième allégation, si l'inflation rebondit assez fortement, alors par exemple à 2,5 voire 3% ou au-delà, cela nous conduirait à réaliser des revalorisations significatives. Et là, ça aurait du coup un impact aussi négatif pour nos régimes, puisque derrière, nous serions contraints du coup de faire de fortes revalorisations. Alors pour nous couvrir contre le risque de remontée de l'inflation, nous avons introduit au sein de notre portefeuille différentes classes d'actifs indexés à l'inflation. En premier lieu, des actifs réels comme l'immobilier ou des actifs d'infrastructure. Mais au sein de notre portefeuille obligataire, nous avons aussi rentré ces derniers mois avec une position assez importante, le fonds OFI Fond Euro Break-Even Inflation, qui est un fonds proposé par OFI Asset Management, qui consiste en fait à être exposé aux anticipations d'évolution de l'inflation, donc ce qu'on appelle les break-even. Or, comme sur les marchés, on ne peut pas s'exposer directement en fait, au break-even, en fait, l'équipe de gestion d'OFIM va créer une position synthétique, une position tout d'abord acheteuse en fait, de taux réels via l'achat d'obligations indexées à l'inflation, et de l'autre côté, une position vendeuse de taux nominaux, donc via la vente de futurs d'obligations d'État. Ainsi, la composante va nous permettre en fait, d'avoir une exposition qui nous permet de créer de la valeur si demain l'inflation implicite devait remonter sur les marchés financiers. Or, pour notre institution de retraite, ça a vraiment du sens pour notre stratégie d'actifs passifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphique bien barbare encore. Traditionnellement, quand on a de l'inflation, des anticipations d'inflation, les taux montent. Et quand les taux montent, traditionnellement, les prix des obligations baissent si rien n'a changé.
il y a une vingtaine d'années, l'État français a émis des obligations indexées sur l'inflation. Donc elles fonctionnent comme des obligations, par contre elles ont le bon goût d'avoir leurs coupons et leurs remboursements indexés sur l'inflation. Donc ça, plus l'inflation monte, plus j'aurai de coupons, plus j'aurai de remboursements. C'est un premier mode de couverture du risque d'inflation qu'on peut avoir au passif. Le problème de ces obligations, c'est que c'est des obligations. Donc elles ont quand même un morceau de taux d'intérêt et que quand ces taux d'intérêt remontent, on baisse en prix. Alors évidemment, si on est en ALM bien couvert, ça fonctionne bien. Ceci dit, c'est jamais très simple avec les taux réels. Sur ce petit graphique, à droite, vous avez en bleu une remontée de taux classique, modeste, et vous avez en rouge la variation de prix qu'on va avoir sur une oblige classique, et en gris, la variation de prix qu'on va avoir sur une obligation indexée sur l'inflation. Donc si on a un choc de taux parce qu'on a un peu plus d'inflation, nos obligations vont baisser globalement. Nos obligations indexées sur l'inflation vont aussi baisser malheureusement. C'est pour ça qu'on a mis en place une position qui mixe l'ensemble de ces obligations, sans rentrer forcément dans le détail. C'est quoi son intérêt? Si les anticipations d'inflation augmentent, ce type de position permet de générer de la performance positive. Or, on sait que quand l'inflation augmente, les taux traditionnellement, ou les anticipations d'inflation augmentent, les taux augmentent et donc les performances sont toutes négatives. Dans ces cas-là, ce type de position uniquement basée sur ce que les agents économiques attendent comme inflation permet de faire de la performance positive dans ce cas-là et surtout dans la durée. C'est-à-dire qu'on peut prendre des positions assez longues pour ceux d'entre vous qui ont des engagements long terme. C'est aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs sont en train de regarder ces sujets. Alors il n'y a pas Kofi qui a un fonds sur ce sujet. Ceci dit, on est les seuls à avoir un fonds purement centré sur la zone euro et qui permet donc de se couvrir de ce risque aujourd'hui, mais également demain et après-demain. Troisième risque, alors il est un petit peu lié au précédent, mais il est sur un horizon un peu plus court, les risques de taux et de crédit. Le crédit, c'est donc l'ensemble des émissions non-État, sachant que sur la période récente, on voit bien que les États peuvent avoir des comportements quasiment de sociétés privées quand on les regarde contre Allemagne notamment. Alors déjà, le taux, quand il remonte, c'est jamais agréable. Moi, j'ai commencé le 1er janvier 1994. J'ai été servi, ça m'a marqué à vie. Vous voyez, la période, c'est le premier rond rouge. Donc ça, c'est sur la courbe américaine jusqu'à aujourd'hui. Donc on a eu différents épisodes de remontée de taux, de 270 points à plus récemment, sur juillet-décembre 2016, une centaine de points. Quand on a un choc de taux, ce qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que les taux remontent, donc je vais avoir plus de coupons après. Sauf que ça dépend aussi beaucoup du point de départ en termes d'impact de performance. Vous voyez que sur la première période, sans le prix du coupon, on perd 15%, avec les coupons, on en perd plus que 7%. C'est-à-dire que le coupon sur la période de remontée de taux absorbe déjà 50% des pertes, et en général, assez rapidement, en termes de prix de revient, de performance, on retrouve ces petits. Le problème de la situation actuelle, c'est la dernière ligne, c'est qu'on part de points de taux très très bas, c'est-à-dire que nos coupons ne nous protègent plus. Et aujourd'hui, on s'est pris 100 points de remontée de taux, ça fait moins 7 sur la période juillet-décembre 16, ça fait moins 7 sans le coupon, ça fait moins 6 avec le coupon. En bref, ça ne protège rien du tout. Et on peut imaginer que dans les années qui viennent, même si je pense que les banques centrales feront attention à ce que ça n'aille pas trop vite, on est plutôt vers de la hausse de taux, avec un peu plus de volatilité, de mouvement dans les taux, et pas de coupon pour nous protéger. C'est donc un risque qu'on se doit de surveiller, et lorsqu'il n'est pas absorbé par le passif, d'encadrer. Autre risque, on a une belle illustration bien récente, là j'ai parlé de taux d'intérêt qui montent et qui descendent à cause de croissance, à cause d'inflation sur les déterminants habituels des taux d'intérêt. J'ai plus de croissance, le capital coûte plus cher, j'ai plus d'inflation, je veux être rémunéré pour mon capital net de la hausse des prix. Sur la période plus récente, là vous avez alors pardonnez-moi parce que la légende n'est pas très lisible, en bleu vous avez le taux de la France et en jaune le taux de l'Allemagne sur les 10 dernières années. Eh bien on peut avoir un comportement qui n'est pas que lié à la croissance et à l'inflation, mais comme on l'a vu sur la période récente avec nos élections présidentielles, lié sur un risque politique, par exemple. C'était également le cas en 2011, quand on a eu le début de la crise de l'euro. Et là, on peut avoir un comportement des taux d'intérêt économiques qui ne fait rien. Alors vous avez les deux exemples en dessous, avec à chaque fois la France et l'Allemagne.
Dans le cas de l'Allemagne, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'au niveau économique, il ne se passe pas grand-chose, ni au niveau de l'inflation. Voire même ces taux peuvent un peu baisser parce qu'il y a un peu d'angoisse. En revanche, dans le cas français, on peut avoir des vraies baisses de taux, des vraies hausses de taux et donc des vraies baisses de prix sur des facteurs politiques. Donc quand on parle de hausse de taux et de gestion du risque de taux, il y a deux choses à regarder. Il y a un, la situation économique, et deux, la situation de l'emprunteur qu'on va considérer. Là, j'ai pris l'État français. On voit bien qu'on a presque un comportement d'entreprise privée en termes de marge payée par rapport à l'État allemand, notamment quand il y a un stress politique. Alors, sur ces catégories, donc, à la fois le taux d'intérêt comme les marges, ou la marge de crédit qu'on va avoir au-dessus du taux de référence, on pratique chez OFI une gestion qui va permettre d'ajuster en permanence en fonction du niveau des taux ou du niveau des spreads de crédit, des couvertures fluctuantes, de façon à pouvoir se protéger de ces grands mouvements et de ces écarts. C'est une gestion qu'on pratique très en lien avec l'investisseur en fonction de ses expositions, en fonction de ses risques. On est moins systématique que sur la partie action. Ceci dit, ça nous permet... je ne vais pas voler la parole à Clément. Pardon. Alors, je m'appelle Clément Isly et je suis gérant au sein de l'équipe de gestion diversifiée d'OFI-AM et je suis notamment en charge de la gestion d'un fonds Fixed Income Overlay pour le compte d'un grand acteur de la retraite français. Ce fonds représente à peu près 10% des réserves de cet acteur. C'est donc un actif qui est stratégique pour lui et il est principalement investi en fonds obligataires, crédits, dédiés et ouverts. Donc l'intérêt pour cet acteur de déléguer cette gestion overlay à OFI, c'est de rendre agile une allocation qui serait plutôt statique. Le point de départ dont nous allons avoir besoin, c'est donc d'avoir une vision agrégée des différents risques du portefeuille, à savoir, pour l'exemple qui nous intéresse, les expositions et sensibilités au marché de taux et au marché crédit, qu'il soit investment grade ou high yield. Et à partir de ces données agrégées, nous allons donc mettre en place des solutions de couverture, des overlays, afin de pouvoir gérer l'exposition et les bêtas à ces différents marchés. L'overlay se doit d'être le plus liquide possible afin de nous permettre une grande réactivité. Il va donc être réalisé la plupart du temps à l'aide d'instruments dérivés. Les dérivés utilisés sur la partie couverture de taux seront en majorité des futurs sur les taux allemands, français et italiens de différentes maturités, ce qui va nous permettre à la fois de gérer et la problématique des différents points de courbe et l'exposition pays cœur, pays périphérique. Et pour ce qui est de l'exposition au crédit, les couvertures vont être réalisées à l'aide de CDS, des Credit Default Swap, sur le main, l'indice main pour l'investment grade et le crossover pour l'exposition high yield. Un point important à garder en tête, c'est que dans un format fonds, les positions en dérivés sont donc intégrées uniquement au bilan du fonds et ne représentent donc aucune complexité dans le bilan du client. Les buts recherchés dans les solutions de couverture sont multiples. Tout d'abord, le premier but, c'est certainement de limiter les drawdowns en rendant l'allocation plus agile. Par exemple, dans la situation actuelle, couvrir contre une éventuelle hausse de taux. Diminuer la volatilité du fonds en permettant donc cette agilité d'allocation va nous permettre d'essayer d'éviter les périodes de déconvenus tout en pouvant reprendre de la voilure lorsqu'on pensera que la situation s'y prête. Et enfin, essayer de capter la volatilité des marchés pour notamment permettre de limiter les coûts de cette couverture, puisque comme toute assurance, elle a un coût qu'il faut savoir financer. Et donc, on a à la fois des aspects stratégiques de plus long, moyen terme, des aspects tactiques pour essayer de capter les volatilités. Alors, que d'anglicisme. Il y en a un que je vais particulièrement éclairer, c'est overlay. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la plupart de nos investisseurs, dans leurs actifs, vont avoir des titres en direct, ils vont avoir des fonds de 1, 2, 3, 4 sociétés de gestion. Sauf que quand je veux me couvrir sur les taux, c'est sur l'ensemble de mon risque de taux que je veux me couvrir. Donc ce que fait Clément chez OFI, c'est que en lien très étroit avec nos investisseurs, on va agréger l'ensemble de ces positions, quelle qu'en soit leur nature, leur source, de façon à avoir une vision consolidée sur certains risques
de nos investisseurs. Et ensuite, la gestion dite overlay permet de gérer l'exposition consolidée de l'ensemble de ces obligations ou de ces fonds, plutôt que de le faire étape par étape, ce qui du coup perd en gestion du risque complet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai repris en jaune et en noir mon taux allemand et mon taux français. Pardon Eric, mais il faudrait conclure en 1-2 minutes maintenant, si c'est possible. Parfait. Et vous allez avoir en cumulé en bleu, en fait, la somme des couvertures qu'on va mettre sur un portefeuille obligataire. Juste 2 mots, ça monte et ça descend assez significativement, c'est-à-dire qu'on est assez mobile et ça permet en termes de performance comme en termes de consommation de risque, de l'utiliser à plein. On est capable de bouger. Vous voyez apparaître le gris à partir de mars 2017, c'est les élections en France. On a la même version côté crédit. Donc vous avez en gris une variation des spreads de crédit des entreprises privées sur le marché. Et vous allez avoir en bleu la couverture qu'on va mettre en place, très faible quand les marges sont intéressantes et plutôt assez élevée quand les marges sont serrées. En termes de conclusion, je voudrais juste insister sur un point, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde assez calme et que dans les années qui vont venir, avec la sortie des banques centrales, ce monde va se réagiter. Il va falloir qu'on réapprenne à fonctionner sans les banques centrales. Le deuxième point, c'est que avec des mises en place de couverture, on peut atténuer les risques, aussi bien financiers que réglementaires, sur mesure avec l'investisseur. Coût comme montant de couverture. Vous l'avez compris, on utilise des dérivés simples, pas ceux de 2008. Il y a quand même une certaine complexité à la fois comptable et de mesure et de suivi au quotidien qui nécessite un certain nombre de moyens. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que là j'ai parlé de 3 grands risques. Il y a d'autres types de risques qu'on peut avoir dans un portefeuille. Les derniers qui sont en train d'apparaître très récemment, ce sont les risques ESG ou le suivi des controverses, où on peut avoir, pardonnez-moi l'exemple, mais une Élise Lucet qui vient vous voir à la sortie d'un colloque en vous disant: est-ce que vous saviez que vous aviez dans votre portefeuille telle entreprise qui fait bosser tel sous-traitant quelque part en Inde et qui fait bosser des enfants. Et c'est maintenant aujourd'hui un risque qu'on commence également à encadrer.